Bonjour Denis. Bonjour Didier. Nous voici repartis, Tout à fait. toujours sous le titre des Mémoires des anciens ou Savoir des anciens égale Mémoire du futur et Savoir du futur. Je te propose aujourd'hui que tu nous parles de cette oralité, cette transmission de ce savoir et de cette mémoire par les anciens avec lesquels tu as eu la chance de vivre. Merci Didier. C'est un vrai plaisir et Il est un vrai partagé, il est partagé. merci. Et l'oralité, vaste sujet. On ne peut pas mesurer l'oralité sans avoir dans une société, dans une culture, un rapport, un lien avec les ancêtres, les anciens. Et l'oralité, pour moi, fait lien, relation directe avec les anciens. C'est le seul, je vais dire, faisceau à la fois dans lequel je peux visualiser, regarder, imaginer, avoir un lien profond avec quelque chose dont je ne saisis pas la matière, dont je ne saisis pas même la mémoire. La seule mémoire que j'ai à l'heure actuelle, au simple emploi du mot oralité, qui fait sens et lien lui aussi directement avec parole, et automatiquement qui s'ouvre sur une sorte de totalité comme ça, de rayonnement, de vibration, puisqu'automatiquement on parle de souffle, donc souffle de vie, on parle de souffle de vie qui fait écho avec le souffle de la mort, puisque la vie et la mort sont intimement liées. On vit avec le souffle de vie, on meurt et on continue de vivre avec le souffle de la mort. Et on revient à la vie. C'est ces liens-là, ces relations-là que je peux percevoir à partir de l'endroit où je me situe aujourd'hui, en 2023, où je peux me projeter le plus loin possible par rapport à un sens que je ne peux pas donner, mais qui me fait écho, qui fait lien, qui fait relation, qui fait sensation au niveau de ma connexion aujourd'hui au mot oralité, au mot parole qui résonne à travers mes doigts, mon nez, mes oreilles, ma bouche, mes cheveux, mes yeux, comme toi, parce que comme moi, on a chacun peut-être dans les doigts de pied, les doigts de main ou un coude, on a un morceau de nos grands-pères, de nos ancêtres depuis des années-lumière. On, on porte encore aujourd'hui des traces de cette oralité, mais qui est cette fois physique, qui est portée par nos corps. Et c'est également cette oralité-là dont on parle, dans la parole du lien, dans la parole de relation, dont les anciens nous transmettent. Ce n'est pas simplement la parole en tant que telle, c'est également tout ce qui supporte la parole, tout ce qui porte la parole, tout ce qui fait que la parole est un véhicule qui peut voyager d'un temps, d'un espace à un autre. Et bien évidemment, c'est le corps humain qui peut le porter. Et donc, on a tous, chacun, toi comme moi, un bout de parole de nos anciens qui reste encore sur nos cheveux, sur nos barbes, sur, sur nos corps, qui vient de très loin. Et j'aimerais te la poser la question à toi aussi, puisqu'on est là dans un échange. En fait, Toi, quand tu parles de cette oralité, je pense justement à cette oralité vibratoire, à cette, mémorisation que nos cellules font. Nos cellules mémorisent, nos émotions, ce que nous recevons comme message, parfois même comme injonction, et c et cette vibration, nous la transportons. C'est comme tu viens de le dire, nos corps reçoivent cette oralité avec tous les messages d'espoir, enfin toutes ces informations pour, nous permettre de grandir en paix, nous permettre de grandir dans l'amour, nous permettre de faire attention à un certain nombre de dangers, comme l'histoire que tu as racontée dans cette première vidéo que nous avons faite ensemble,
quand tu courais après la poule et qu'il ne fallait pas franchir une certaines limites au-delà de cette colline ou de cette montagne. Pour moi, cette oralité, c'est vraiment cette partie, cette transmission invisible et qui même au-delà de l'invisible, que nous recevons, que nous portons en nous et qui va nous permettre de nous construire, de grandir, de faire des erreurs parce qu'on voudra ne pas respecter cette oralité en essayant d'être nous-mêmes et de se construire, peut-être, une d'autres convictions, d'autres croyances, avec, quand le temps passe, en fait, cette prise de conscience qu'on en revient toujours, à un tout et qu'aujourd'hui, tu nous parles de ces ancêtres et je trouve ça passionnant et tu as eu la chance de pouvoir recevoir tout ça. Alors que nous, dans ce monde plus matriciel, plus, structuré, il y a très, 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 très peu de gens qui ont eu la chance de recevoir cette sagesse qui est due beaucoup plus au fait d'être en contact avec la nature, alors que nous, nous avons été en contact avec la matérialité. C'est-à-dire que nous, on nous a transmis le fait d'avoir de l'argent, avoir des biens matériels, paraître pour être et donc on se retrouve, toi et moi, en venant de, j'allais dire, quasiment 2 planètes différentes et l'intime conviction qu'en fait, ce qui existe vraiment et ce qui fait l'individu et ce qui fait l'avenir de l'individu, c'est justement cette capacité et cette oralité qui, pour moi, ouvre un deuxième chapitre. C'est cette oralité, se la transmet les uns aux autres, pour peu qu'on parle avec nos cœurs, qu'on parle avec nos émotions, qu'on parle de nos expériences, ce qui permet de s'enrichir les uns les autres et que cette oralité, c'est aussi le lien qui fait que nous pouvons être, des tribus autour de croyances, que nous pouvons nous rassembler au-delà de convictions, souvent matérielles et souvent stupides, qu'elles soient politiques ou autres. Et cette oralité qui nous permet aussi, pour moi c'est essentiel en ce moment, le pardon, d'exprimer notre amour, l'amour de l'univers, l'amour de l'autre, l'amour des enfants et aussi de se rassembler autour d'un but commun qui est le but de l'humanité. Et là, je m'aperçois qu'en fait, quand tu me parles de tout ce que tu as vécu, nous, population matérialiste, ancrée dans le matériel, on s'entre-déchire pour des raisons de pouvoir, on s'entre-déchire pour des raisons de croyance et on passe complètement à côté du but ultime, de l'essentiel, qui est la vie et voire aujourd'hui même la survie de l'humanité. C'est très juste, ce que tu dis Didier et à l'heure actuelle, quand on voit tout ce qui se passe dans notre monde, hein, tu viens de le dire, hein, sur le plan social, politique, sur le plan humain, on a oublié certainement depuis, très longtemps, comme tu fais le lien, le rapport entre la société matérielle, vous qui êtes, aujourd'hui dans un monde totalement, clos, que vous ayez perdu des choses que, comme tu le dis, tu l'exprimes, et qui nous, qui venons encore de ce monde-là, qui avons préservé ces choses-là parce que, préservé dans une région du monde, une partie du monde qui est l'Océanie Pacifique, qui a été découverte il y a très, 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 bien très tard, bien plus tard que les autres îles. C'est vrai que la parole, on a oublié le sens de la parole. Je dis ça parce que dans notre pays, là, en Nouvelle-Calédonie, par exemple, aujourd'hui, l'oralité, quand on parle d'oralité, de parole, ce sont les anciens qui détiennent la parole, en particulier certains clans qui sont les clans de la parole et qui, peuvent parler au nom, des grandes chefferies, des grands chefs, dont ils sont les porte-parole pour pouvoir dire des choses au peuple. L'aîné de la lignée, celui qui représente la grande chefferie, qui représente tous les individus, lui ne parle pas, très étrange. Il a un porte-parole pour pouvoir parler au peuple, mais lui ne parle pas, puisque son pouvoir est sacré. Le pouvoir de la parole est sacré, à travers la bouche de l'aîné, de celui qui représente le peuple, donc le porte-parole s'adresse au peuple. Alors c'est cette façon-là de comprendre aussi la manière dont les Océaniens, en tout cas dans mon pays, la parole s'est organisée, s'est structurée dans la société,
et comment elle a été véhiculée, comment elle a été partagée, transmise. Et aujourd'hui, la manière dont les familles, les clans mélanésiens, kanaks, dans toute la partie Océanie et Polynésie, la parole est très présente, très forte dans les cérémonies et encore dans les rituels de relations, de liens avec les ancêtres, bien évidemment. Et dans le monde des vivants, dans le monde des hommes, eh bien, on a des hommes politiques, comme partout ailleurs, qui utilisent la parole tous les jours. Ce n'est pas la même parole. C'est une parole politique, une parole sociale. Alors on a perdu quelque chose de l'esprit de la parole qui, au début du temps, des anciens servait à l'équilibre des individus entre eux, à l'équilibre de l'individu avec ce qui l'entourait, c'est-à-dire les éléments, le vent, la pluie, le soleil, la lune, et les équilibres avec les insectes, les arbres, etc. Et la parole était cet aliment, je vais dire, qui permettait aux hommes entre eux de pouvoir s'échanger, faire des dons et des contre-dons, d'alliances, pour pouvoir être en équilibre avec ce monde environnant. Et c'est ce qu'on a perdu. Que tu dis, ça veut dire que cette parole de tes anciens, elle était quasiment sacrée, on n'avait pas le droit de trahir. Lorsqu'on exprimait quelque chose, lorsqu'on s'engageait verbalement, on ne pouvait pas trahir sa parole. On est d'accord, on ne pouvait pas trahir la parole parce que la parole qui était exprimée n'était pas simplement la parole de l'homme qui l'exprime, puisque l'homme n'est que le facteur, élément qui fait la transmission, mais la parole vient de plus loin que lui. C'est l'ancêtre qui passe à travers lui. C'est à travers l'ancêtre, ce sont les éléments, les arbres, l'eau, et c'est cet équilibre-là qui traverse le corps de l'homme pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir échanger avec un autre être humain, pour que les hommes s'entendent entre eux pour l'équilibre. Et en effet, cette parole, quand elle traverse le corps de l'homme, pour toucher le cœur d'un autre homme, c'est une parole qui ne peut pas se trahir. Et ça fait partie de votre éducation dès le départ. Ça, dès le départ, aujourd'hui encore, même si on vit dans le monde moderne, même si des choses ont complètement, par moments perverti, notre relation aux choses. Bien évidemment, en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, il y a les problèmes, sociétaux qui existent de par le monde. De tous les pays, il y a aussi bien la pauvreté, l'alcoolisme, les drogues, tous ces mêmes problématiques qui existent dans des pays qui ont été des pays en voie de développement, avec les violences telles qui se sont affrontées et confrontées dans ces sociétés. Mais il y a une sorte de soupape de sécurité, comme ça, qui continue d'exister dans la société mélanésienne, dans mon peuple, qui garde en vibration justement cette essence qui a été perdue, mais qui continue à se dire, se faire, s'échanger dans les gestes coutumiers de mariage, d'alliance, les fêtes, les décès, ce genre d'événements, d'espace où la parole peut trouver sa force, qui est une force, pour ceux qui nous regardent, qui nous entendent, vont dire c'est une force antique qui n'existe plus. C'est quelque chose qui fait partie de la mémoire passée. Sauf que, heu, les physiciens nous expliquent que le temps n'existe pas. Et c'est Donc très juste. le passé est au présent et le futur est au présent. Par exemple, dans cet ouvrage, Oui. Dictionnaire des symboles, il y a, on parle des anciens, par exemple, et il y a la définition de l'ancien, par rapport à ce que tu viens de dire. Le dictionnaire dit: «L'ancien, l'ancêtre, l'antique revêt un caractère sacré, quel que soit l'objet ou la personne ainsi qualifiée. L'ancien évoque déjà une sorte de lien avec des forces supratemporelles». C'est exactement ce que tu viens de dire. En effet, donc, il y a avec la parole cette chose-là, supratemporelle, qui nous dépasse. C'est quelque chose qui va au-delà de nous. Mais ce que tu disais par rapport au sens sacré qui a été perdu et qui tente encore de se transmettre, mais d'une autre manière, en Nouvelle-Calédonie en particulier, on peut le voir, on peut le mesurer à la l'engouement qu'ont les Mélanésiens, les Polynésiens à se rendre au culte le dimanche. Il y a toujours cette soif d'aller chercher la parole du Seigneur, la parole de Dieu,
Cette relation à la parole est toujours omniprésente. Et là, on parle dans une dimension purement spirituelle, au-delà de toute religion. Tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, de par tes origines et dans ce que tu portes, la dimension spirituelle de la parole, la dimension sacrée de la parole existe les uns vis-à-vis des autres, sans que on puisse juger ou cliver, couper, découper la population en différentes tribus, et les uns contre les autres. C'est quelles que soient nos convictions, nos croyances spirituelles, politiques, on s'accepte et on prend en considération le côté sacré de cette parole. C'est de cette façon que les anciens nous ont transmis, le lien et la relation aux équilibres dans la société. La parole, c'est le seul outil qui permet aux êtres humains de communiquer entre eux. Lors de la première rencontre, bien évidemment, certains ne parlaient pas la même langue. En Océanie, hein, bien sûr, hein, c'est un vaste océan et puis les rencontres, de populations, des migrations ont été, facteurs, bien évidemment, de beaucoup de mélanges. La parole a été au centre depuis la nuit des temps, dans ces cultures de l'échange, de la relation. Il n'y avait pas que la parole, parce que vous ne parliez pas tous la même langue. Il y avait donc des symboles, des signes, des métaphores pour pouvoir exprimer que les mots des uns n'étaient pas compris par ceux des autres. Dans l'histoire des anciens, la parole, c'est la parole du lien, de l'échange et les symboles, comme tu le dis, c'est-à-dire, on amène, des présents. C'était comme ça dans la nuit des temps, ça a toujours été comme ça, on s'échange des choses, on se donne des choses et puis, on crée le langage, on crée la parole et la parole qui va devenir le lien d'échange au fur et à mesure que les choses se poursuivent dans le temps et oui, l'aspect de symbole, de création de symboles, c'est venu au choc encore plus. Plus il y avait de choc, plus les symboles sont arrivés. Et les symboles sont venus pour quelque part cartographier l'espace. Et les symboles, bien évidemment, ont décliné ensuite pour devenir des codes. Mais dans le symbole, par exemple, parce que c'est le mot que tu as utilisé, en Océanie, dans la société mélanésienne, les symboles ne sont pas des symboles qui ont été utilisés par rapport à des choses qu'on pourrait dire, pour certains, de la magie, ce genre de choses. Les premiers symboles, c'est justement des symboles qui ont été initiés pour des valeurs. Les symboles expriment des valeurs et les valeurs exprimées à travers les symboles, ce sont des valeurs de rencontre et de relation et c'est important de regarder les valeurs sous cet angle et non pas comme des sujets, éloignés de l'humain à travers les émotions et les sentiments puisque les symboles utilisent les émotions et les sentiments humains. On parle souvent de relations. Et là, j'ai une autre question, c'est est-ce que, en fait, vous n'étiez jamais en conflit les uns avec les autres ou grâce à cette parole, vous étiez capables de vous pardonner, de vous réconcilier? Est-ce que le pardon et la réconciliation, en fait, sont dans vos gènes, dans votre code génétique, une évidence? C'est-à-dire qu'on a le droit de pas être d'accord, de éventuellement, peut-être un soir ou, pendant un certain temps d'être en colère les uns vis-à-vis des autres, ce qui est humain, en fait, personne n'est parfait. Mais cette notion de pardon et de réconciliation qui pour moi est très importante et qui aujourd'hui n'existe quasiment plus dans notre civilisation occidentale. Est-ce que chez vous, ça existe? Oui, Didier, et merci, merci, ça existe encore, oui. C'est encore très présent. On peut le retrouver dans l'histoire, contemporaine d'ailleurs, des derniers événements qui se sont produits dans les années 80-90 en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a des films, qui traitent de ces questions, des films documentaires. C'est un aspect totalement moderne, contemporain de ce que tu parles, de ce que tu dis, mais dans le fond, beaucoup plus ancien au niveau, de l'histoire de est-ce que c'est génétique? La question que tu posais, est-ce qu'on a ça dans le sang encore du fait que ça nous a été transmis? C'est une vaste question auquel je ne vais pas répondre, mais ce que je peux te dire tout simplement, c'est que les valeurs qui nous ont été transmises, à travers les valeurs, on peut percevoir, on peut comprendre, on peut saisir, on peut avoir une lecture, on peut avoir oui, quelque chose qui nous permette de saisir à travers, notre culture, à travers, nos façons de faire, encore aujourd'hui, révèle, mais plutôt ce qui appartiendrait à
une très ancienne civilisation disparue, dont on a encore, aujourd'hui les mémoires, mais une très ancienne, civilisation qui, selon l'oralité justement, selon la l'oralité kanak, selon la parole kanak, mais pas que kanak, océanienne dans sa globalité, mais je parle de kanak parce que c'est ce que je maîtrise encore plus le mieux et encore plus de d'histoires dont j'ai reçu la parole de mes propres oreilles, de la bouche de mes grands-pères, de mes grands-mères, qui nous racontaient, à l'endroit où j'ai vécu, où j'ai grandi, un espace, un territoire qui était habité par ces personnages, qui étaient des personnes qui avaient vécu et qui avaient vécu sur un territoire dont on connaît le nom, on connaît ce qu'ils nous ont transmis, on sait ce qu'ils nous ont transmis dans la culture et dans la tradition. Et on sait que ce qu'ils nous ont transmis étaient des valeurs qui ont à voir avec tout ce qui touche. On parle aujourd'hui d'altérité, quand on parle de relations, d'alliances, ces mots-là, pour moi, ils ont un sens très profond parce que j'arrive à voir dans ma tête, dans ma pensée, j'arrive à voir d'où ils viennent. J'arrive à capter l'endroit d'où ces choses sont sorties de la terre. J'arrive à me dire: «Ah oui, le mot alliance, le mot relation, le mot, respect, c'est ce peuple-là qui nous a transmis ça. C'est ce peuple-là qui nous a transmis, qui est devenu une valeur dans la parole que l'on porte aujourd'hui». Et oui, quelque part, il y a une transmission, j'allais dire génétique au sens, de la mémoire de l'imaginaire, Ou la puisque mémoire de la cellule même. et de la mémoire de la cellule même. Et c'est ça en effet qui existe encore aujourd'hui et que tant mieux, on a cette capacité au pardon, on a cette capacité à la réconciliation. Pourquoi? Parce que les valeurs qu'on a reçues, qui nous ont été transmises, c'est que la maman, la femme est, la représentante de la vie. Bien sûr, tout ça, l'humanité, l'universel le sait très bien. Or, chaque société l'a exprimé, expliqué à sa façon par rapport à sa façon de vivre. Il s'est trouvé qu'en Nouvelle-Calédonie, les mamans, à travers les oncles utérins, ont une sorte de symbole, sacré, secret, relié directement au souffle de la vie, de ce qu'on disait tout à l'heure, l'oralité et la vie, tout est intimement lié, et que le souffle de l'enfant, le premier-né, c'est par la maman, c'est le sang. Le sang de la mère est sacré à travers l'oncle maternel. Et pour te dire que le sang maternel, à travers le geste, c'est le geste au maternel, c'est le respect, c'est le respect à la vie, le don de la vie. Et à travers le respect et le don de la vie, quand l'enfant meurt, c'est le respect du don de la vie qui est parti. Donc c'est le respect du don du pardon à la vie qui est partie et le respect du don de la réconciliation entre le monde des vivants et le monde des esprits et le monde des humains entre eux. Et c'est pour ça que ces valeurs sont très présentes dans la société kanak, parce qu'elles ont à voir avec l'enfant, avec la maman, avec l'oncle maternel, et à travers ça, le sang maternel qui coule dans nos veines, qui est le sang de la vie. Elles sont donc, si je reformule ma compréhension, elles sont donc, transmises de façon implicite, aussi bien dès la fécondation qu'à partir de la naissance. Oui, l'enfant, dès qu'il vient à la vie, il est donné pas à la vie, c'est le sang maternel, le sang des utérins qui lui donne la vie, qui lui insuffle la vie. Et quand l'enfant meurt, c'est également les oncles maternels qui viennent reprendre son souffle de vie. Et en ce sens, chaque être humain a un devoir, à la fois des droits et des devoirs, c'est-à-dire vis-à-vis de la vie, le respect, le pardon, la réconciliation, font partie intégrante de la société kanak. De ce fait-là, de ce lien direct et indirect avec les esprits et direct entre les êtres humains. Que je te propose, Oui, à partir de ta magnifique explication du pardon et de la réconciliation, qu'aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, on a du mal. De mon point de vue, on a du mal à se pardonner, on a du mal à se réconcilier parce que les égos, tas de blessures, parfois stupides, des tas de manipulations aussi qui ont lieu. Alors je ne parle pas simplement des manipulations, gouvernementales. Je parle aussi des manipulations dans les familles où il y a des gens qui montent les uns contre les autres, qui racontent des histoires, qui, heu, ont tendance à détruire plus qu'à vouloir créer, construire et participer à un monde meilleur. Et donc ce que je constate, c'est que dans nos civilisations occidentales, le pardon, la réconciliation, c'est quelque chose
d'extrêmement difficile. On a plus vite fait de juger, d'ostraciser, voire de détruire, voire de tuer, tuer psychologiquement ou tuer, physiquement, alors qu'on retrouve, donc dans les peuples premiers, comme, celui auquel tu appartiens, ou parmi des populations beaucoup plus pauvres, une capacité à pardonner, à se regrouper, à se remettre ensemble, à construire ensemble, à créer ensemble et sans pour autant parfois qu'il y ait une religion qui soit présente, simplement parce que ça apparaît quelque chose de normal, de naturel pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre. C'est comme si ne pas pardonner et ne refuser de la réconciliation, c'était se condamner à mourir, alors que pardonner, se réconcilier ou demander pardon, c'est j'allais dire se condamner à vivre, mais c'est se tourner vers la vie. C'est cette image que j'ai un peu de notre civilisation qui aurait besoin, en fait, de revenir à ses racines, de reprendre quelques cours avec votre civilisation pour apprendre à pardonner, à se réconcilier, pour apprendre à demander pardon, pour se tourner vers la vie et vers la création. Alors qu'aujourd'hui, mon intime conviction, c'est que la majorité des populations occidentales ont été manipulées, déstructurées pour surtout dominer l'autre, ne pas se pardonner, ne pas se réconcilier et en fait se tourner vers ce que j'appelle la destruction ou la mort. Et d'après ce que j'entends et de ce que tu me dis, chez vous, cette deuxième possibilité n'existe pas. On est fondamentalement tourné vers la vie. Alors, j'ai une question à te poser, Didier. Ouais. Quelle est la valeur du sang dans la société occidentale? Le sang de ma Le sang, famille oui, ou le sang le sang des humains? le sang des humains dans la société occidentale, quelle est la valeur, qui lui est donnée? Alors je peux te répondre qu'avec mes propres convictions. Mmh. Je pense sincèrement qu'il y a, si je suis généreux, 30-40 de la population pour qui la valeur du ce que tu appelles le sang humain, ce qui est pour moi le lien humain, c'était le fait que nous avons un sang commun, à partager. Il y a peut-être 30 à 40 de la population qui en est consciente et qui est tournée vers ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la vie, ensemble, créer ensemble et d'ailleurs tout ce qui se passe à l'heure actuelle, qui est la destruction totale de la matérialité par des gens qui veulent, tout dominer, enfin garder la matérialité pour eux en fait et dominer et rendre les populations esclaves de plein de systèmes et plein de croyances stupides. Je pense qu'on est là à un tournant magnifique, extraordinaire. Ils ont raison d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, ils ont fait prendre conscience à toute une part de la population que le plus important, c'était justement le sang, c'était le lien, c'était cet instinct de vie, c'était le fait de construire ensemble et je crois qu'ils ont voulu tout dominer, tout saccager, tout détruire pour acquérir toutes les richesses et tout le pouvoir et je pense que pour au moins 30 ou 40 de la population, ça a eu l'effet contraire et c'est un petit peu comme, dans les peuples les plus pauvres, lorsqu'il y a une catastrophe et ben, on se regroupe, on se serre les coudes et ceux qui restent dans leur égoïsme, ceux qui restent dans le refus du pardon ou le refus de demander pardon ou le refus de la réconciliation, ils sont irrémédiablement tournés vers la mort et vers la destruction et donc ils disparaîtront, dans le système que ce qu'on appelle, les grands oligarques qui veulent dominer le monde, pas tous d'ailleurs, il y a des oligarques, sains qui, mettent leur fortune au service des populations, de façon tout à fait, saine et spirituelle. Il ne faut pas ne voir que le mal partout. Il y a des gens extraordinaires. Donc pour moi, le sang, c'est ça, c'est ce lien. C'est ce lien qui nous permet de dire, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre spiritualité, tournée vers la nature, tournée vers, des idoles, tournée parce que tout ça, ça se rejoint en fait en finale. Eh bien, en fait, le sang, pour moi en tous les cas, c'est quelque chose de fondamental. Le lien du sang, comme,
On le retrouve d'ailleurs beaucoup chez les Amérindiens, ce lien du sang, il est indestructible. Ça veut dire que ce lien du sang, il est porteur de pardon, il est porteur de réconciliation, il est porteur de joie, de richesse, il est porteur de créativité, ce lien du sang. Et que tous ceux qui refusent de rentrer là-dedans, eh ben, c'est l'autre côté du miroir. Ils sont porteurs de misère, ils sont porteurs d'égoïsme, ils sont porteurs de mort, ils sont porteurs de destruction. Et je pense qu'on est et c'est une bonne question, parce qu'on est dans cet instant de bascule où il va falloir choisir son camp et c'est plus une question de millions, c'est plus une question de propriété matérielle, c'est vraiment une question d'âme et de lien. Qu'est-ce qu'on veut faire, nous, en tant qu'humains, avec cette terre? Pour moi, c'est ça le sang, c'est oui, c'est le lien. Ben, tu vois, là, tu viens de répondre à la question qui nous met tous les 2 en symbiose parce que là, on se reconnaît sur ce lien. C'est tout à fait ça, le lien. Le sang, c'est le lien et je suis tout à fait d'accord avec toi sur, ce que tu viens d'échanger. Nous, dans le Pacifique, le lien du sang, comme tu viens de le dire avec les Amérindiens, aujourd'hui, c'est ce qu'on n'a pas à l'esprit quand on parle du respect, quand on parle du pardon, quand on parle de la réconciliation. Pour ça, je t'ai posé la question parce que ce sens ici, c'est ces 3, on va dire, niveaux de conscience. Parce qu'il faut un niveau de conscience, assez élaboré pour pouvoir, respecter, pour pouvoir, faire la réconciliation, pour pouvoir faire, le pardon. Il faut être capable de d'être en paix avec son propre sang qui coule dans ses veines. C'est la paix individuelle et c'est peut-être aussi et là je rebondis sur le sujet de l'amour, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour du monde. Pourquoi faut-il se détruire? Je discutais il y a pas longtemps avec quelqu'un, je dis: «Mais pourquoi faut-il, envoyer des bombes et tuer des populations entières pour prendre le pouvoir, pour, soi-disant apporter la démocratie, pour, alors qu'en fait tout est manipulation et la finalité du système, c'est le fric, c'est la possession, le pouvoir, on va dire politique, économique. C'est le pouvoir et politique, économique qui est devenu une vraie pathologie, en fait et je dis: «C'est ça qui est extraordinaire avec ces gens-là, c'est qu'ils sont d'une stupidité sans borne. Si moi j'étais un dictateur, éclairé, qu'est-ce que je ferais?» Et c'est la question sur laquelle j'ai échangé avec cette personne. Je dis: «Mais moi, si j'avais voulu soumettre les populations du monde entier, j'aurais créé des écoles où dans lesquelles il y aurait une dimension spirituelle, dans lesquelles j'aurais appris aux gens à penser, à échanger, à partager, à philosopher, à créer de la richesse ensemble. J'aurais créé des hôpitaux gratuits dans lesquels j'aurais apporté les meilleurs soins à tout le monde, gratuitement, sans discussion. J'aurais permis à la terre entière de se nourrir sans problème. Si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait passé? Bah, déjà, on le sait, la population se serait réduite parce que quand les gens sont dans le confort, ils font beaucoup moins d'enfants. Mais on consacre beaucoup plus de temps de qualité aux enfants. Donc si j'avais eu les moyens déjà, il y aurait eu la paix sur terre et personne n'aurait cherché à dominer l'autre, puisqu'il n'y aurait pas eu justement cette manipulation, cette différence, le fait de se monter les uns contre les autres, le fait de manipuler les uns contre les autres. Si j'avais été un vrai dictateur, c'est ce que j'aurais fait pour dominer le monde. J'aurais apporté de l'amour, du bien-être, de la générosité partout et j'étais absolument certain qu'à partir de ce moment-là, on allait me donner le pouvoir pour le restant de mes jours, puisque ce que les gens veulent, c'est d'être heureux. Mmh. Donc rendons les gens heureux et je dis toujours aux gens qui veulent le pouvoir, le fric et tout, je dis: «Mais faites en sorte que tout le monde soit heureux et vous et tout le monde votera pour vous et tout le monde vous encensera». Bah, ça rentre pas dans leur schéma. Ça ne rentre pas, dans leur mode de fonctionnement. C'est incroyable, hein. Je pense, moi, personnellement, que cette forme de dictature, elle pourrait, bien évidemment fonctionner et apporter, toute la joie, le bonheur dont les humains sont à la recherche depuis des lustres. Mais il y a une faille, c'est dans le corps humain, bien évidemment, on est fait de cette façon, hein, on est fait de cette façon, c'est le temps de vie. Le temps de vie, c'est-à-dire que tu vas être dans la capacité de rendre heureux tous ces gens pendant un certain temps de ta vie et une fois que tu vas disparaître, qu'est-ce qui va se passer? Mais si tu Qu'est-ce as
construit des écoles, si tu as construit des instituts, des amphithéâtres, des agoras où on pouvait philosopher, développer la spiritualité, je peux mourir en paix. Je sais que les gens vont pérenniser ce qu'on a mis en place. Donc je suis d'accord avec toi, avec le temps. Oui. Je disais ça parce que c'est vrai que quand on regarde les Égyptiens, par exemple, ou bien les Mayas, les Aztèques, quand on voit toutes ces grandes civilisations qui ont disparu aujourd'hui, Ouais. qui ont certainement développé des capacités telles pour le partage des connaissances et des savoirs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste? Et le monde dans lequel on vit aujourd'hui également poursuit cette même lancée de la connaissance et des savoirs au niveau de la monstruosité des choses. Mais qu'est-ce qui manque à l'humain que ces dictateurs n'ont pas fait? Qu'est-ce qui manque que dans la connaissance et les savoirs qui ont été transmis aux humains, quelque chose n'a pas été transmis et qui fait que nous sommes toujours sur cette quête à créer des technologies de pointe pour tenter d'approcher cette quête dont on n'a pas encore trouvé la substance ou la tout simplement peut-être parce que, on ne regarde pas au bon endroit. Qu'est-ce Oui, que je pense que à cause du savoir, c'est justement toute la différence entre le savoir et la philosophie. La philosophie nous permet de réfléchir, de comprendre, de confronter les idées. Et puis il est arrivé une époque où on est sorti de la philosophie, on a dit le savoir est plus important que tout. Or, je pense que on a mis en place, on a développé cette notion de savoir en estimant que savoir, c'était pouvoir. Et je crois que c'est là où nous avons basculé dans l'erreur. Les grands alors tu parlais des Mayas, des Égyptiens, et plein d'autres civilisations qui sont tombés dans cette erreur et les chefs, que ce soit les pharaons ou d'autres grands prêtres mayas et cetera, sont tombés dans la potion du savoir, si j'ose dire, en partant du principe que puisqu'ils étaient sachants, puisqu'ils s'entouraient de sachants, ils avaient donc le pouvoir. D'ailleurs, même l'Église catholique, à une époque, interdisait l'accès au savoir et se réservait ça. On le voit très, très bien d'ailleurs dans un merveilleux film, Au nom de la rose. ah oui, je me souviens, oui, je Ouais. l'ai vu. Oui, tout à fait. Donc on voit très bien comment la religion catholique, dans le film Au nom de la rose, a interdit l'accès au savoir et l'interdit encore parce qu'ils ont des tas de documents dans les bibliothèques, qui permettraient de comprendre autre chose et de vivre autrement. On s'est servi du savoir pour prendre le pouvoir. Or, je pense aujourd'hui que nous sommes dans une révolution où ça va être la spiritualité qui va prendre le pouvoir et ce sont les gens qui vont se regrouper, quelle que soit leur religion et parce que je pense qu'il faut mettre tout ça à plat et je pense que c'est la spiritualité et donc ces traditions qui peuvent être à la fois écrites et orales, que nous allons pouvoir utiliser et de plus en plus, moi je le vois, avec notamment ces 5 dernières années et surtout les 3 dernières, il y a des tas de gens que je ne vois plus, il y a des tas de relations que je n'ai plus parce qu'il y en a qui ont cru en un monde et moi j'ai cru en un autre. Mais lorsqu'on parle de se réconcilier, de se pardonner, et il y en a énormément qui disent: «Va te faire foutre». C'est-à-dire ils n'ont pas compris qu'il fallait se relier ensemble pour créer ensemble, pour faire vivre la vie, pour que la vie reprenne à travers l'humanité. Ils restent sur leur position dans la destruction de l'humanité et ils ont pas compris. Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup de ces gens-là n'ont pas la dimension spirituelle, ce qui nous relie au plus grand pour pouvoir accepter de dire: «Bon, je laisse mon ego de côté, il y a effectivement des choses plus importantes à faire sur terre, que de se faire la gueule ou que de s'entretuer ou, de se larguer des bombinettes sur la figure». Le fait d'employer le terme spiritualité va générer un certain nombre de déconnexion. C'est-à-dire par rapport à ces individus, ces personnes-là, qui ne sont pas connectées à la spiritualité. Pourquoi je dis ça? C'est il y a dans la manière de faire je vais dire des choses simples, la coutume, par exemple, en Mélanésie, quand on va faire la coutume, on va faire un geste, on fait un geste à un autre être humain. Parce qu'on est les êtres humains, c'est nous qui parlons,
Voilà. Mais le geste que l'on fait entre êtres humains, il est supposé être fait en respect et en humilité à la Terre et aux éléments et aux constellations, au cosmos. Or, les humains dans leur ego, puisqu'on est des êtres humains, on Eh est oui. des êtres avec le souffle de la parole et le cœur, le geste s'entend entre nous. Et dans la nature humaine, les anciens, ils avaient compris ça. Ils avaient compris ça que quand on fait ce geste-là de cette façon à certains individus, certains s'approprient le geste et deviennent plus grands que les autres, parce que la conception n'est pas la même. C'est Oui, humain, c'est l'interprétation qu'on fait du geste. exactement, Parce que nous n'avons pas les mêmes origines, les mêmes éducations, les mêmes croyances, les mêmes convictions. Alors toi, tu fais un geste vis-à-vis de quelqu'un qui peut l'interpréter, peut-être de façon complètement différente de ce que tu voulais dire, de ce que tu voulais exprimer. Et d'où la puissance de la parole qui doit accompagner le geste. exactement, tout à fait. Et les anciens avaient cerné ces endroits et ils ont créé à travers tous ces façons de faire, hein, la coutume, le geste, la relation, l'accueil, ils ont quelque part balisé ces endroits au niveau de l'oralité, de la parole, ils ont structuré pour que qu'on puisse toujours retomber sur nos pattes, façon de dire, à un moment donné, à un siècle, si une génération bifurque, s'échappe, il y a toujours la possibilité de retomber sur ses pieds au niveau de l'histoire, de l'oralité qui est véhiculée dans l'ensemble de la structure. Une grosse machine dans laquelle le souffle de la parole Mmh. navigue et retrouve toujours ces endroits, ces lieux de soufflerie ou d'accueil. Je dis ça en image parce que la parole circule de cette façon-là dans les clans. Et dans l'humain, c'est pareil. Et quand tu le racontes de cette façon-là, je suis d'accord avec toi et je me dis, ces personnes-là qui sont obtus dans leur esprit et que tu veuilles faire la paix avec eux, que tu veuilles te réconcilier avec eux, ces personnes-là le refusent. Ce n'est pas que ils refusent, c'est qu'ils ne savent pas. Il y a quelque chose qu'ils ne savent pas. Oui, il leur manque quelque chose, je suis d'accord avec toi. Par rapport à mes convictions ou à mes croyances, je pars du principe que quand on a une certaine dimension spirituelle, quand on a la conscience que l'humain est plus important que tout et que l'humain dont nous avons besoin pour conserver la vie est plus important que notre ego, à ce moment-là, effectivement, je te rejoins. Mais les populations desquelles tu viens, qui t'ont transmis ça, eux, ils avaient cette croyance-là, cette spiritualité. C'est pas une religion, c'est vraiment comprendre qu'on a que l'esprit, et puis là, on est à la veille de la Pentecôte, hein, l'Esprit Saint qui devrait, j'espère, descendre sur la tête d'un grand nombre pour C'est faire réaliser que c'est ça le plus important. C'est ça qui fait que nous sommes forts, que nous sommes puissants. Ça sert à rien de gueuler sur tous ceux qui veulent nous manipuler, nous enfermer, nous contrôler. Ça sert à rien. Le plus fort, c'est d'être ensemble, de former une forme de d'égrégore branché à un certain niveau avec ce rêve fondamental de cette liberté, de cette richesse, de cette créativité des humains. Je comprends. C'est vrai qu'il y a, aujourd'hui la volonté pour tous de, retrouver nos équilibres, Oui, de nous retrouver nos respirations quelque part, qui sont des respirations complètement, blessées, troublées. L'humanité est blessée et comment faire en sorte que l'humanité retrouve une respiration et retrouve un équilibre? À travers les individus, déjà premièrement, chaque individu. Et on le voit, tu parlais de spiritualité, c'est vrai que la première spiritualité, ce sont les plantes. Ça a toujours été transmis de cette façon. L'homme ne peut que se soigner qu'à travers les plantes. Si l'homme mange un animal, il va devenir un peu cinglé. Ça a été prouvé par les recherches, donc il ne faut pas trop manger de viande. Il mange de la terre, il s'étouffe. Il boit trop d'eau, et cetera. Les plantes, il y a des racines. Les anciens ne mangeaient que des racines. Mais c'est là l'intelligence de la nature. C'est les plantes avec l'eau, ça a créé de la magie dans le corps humain. Mais les éléments sont déjà autour de nous, mais on a coupé avec ce fil, voilà, c'est une forme de spiritualité. La spiritualité ne vient pas que de l'homme. Ce n'est pas que l'homme qui représente la spiritualité sur Terre. La terre est spiritualité. La plante est spiritualité. Les étoiles sont spiritualité, l'eau est spiritualité. Et donc, ce sont toutes ces spiritualités que l'homme doit
remettre en connexion pour comprendre sa spiritualité à lui. Et tant qu'il n'a pas ce lien de connexion avec toutes ces spiritualités, il ne peut pas savoir d'où lui vient sa propre spiritualité. On a créé Jésus, on a créé Allah, on a créé, la Torah, toutes ces valeurs-là, elles sont puissantes parce qu'elles génèrent une vraie spiritualité et elles sont réelles, ces spiritualités sont vraies, elles sont vraies, mais ce n'est pas tout. Ce que tu dis, c'est que, au-delà de toutes ces églises qui se sont créées, l'islam, la religion catholique, les protestants, les juifs, les orthodoxes et bien d'autres, c'est que la vraie spiritualité, c'est cette connexion aux éléments de la nature qui sont porteurs d'une spiritualité. C'est-à-dire qu'en fait, si je communique, si j'échange, mais même si je mange, si je bénéficie, tu parlais des racines que les anciens mangeaient ou de l'eau qu'on retrouve dans tous les évangiles et dans toutes les religions. L'eau, c'est quelque chose de fondamental. Nous allons donc nous nourrir de cette spiritualité, ce que les catholiques ont transmis dans l'hostie, le corps du Christ. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors, parle-nous, parle-moi de l'eau. Parce que moi, j'ai regardé l'eau sous le côté scientifique avec les travaux du professeur Emoto, du professeur Benveniste, du professeur Montagnier, la mémoire de l'eau, les vibrations, comment l'eau capte nos émotions, comment l'eau se structure en fonction de nos émotions. Et donc l'eau que nous buvons n'est pas forcément celle que nous devrions boire. Parce que même quand on achète de l'eau qui semble plus pure dans des bouteilles en plastique, cette eau, elle a voyagé, elle a capté énormément d'émotions et de vibrations qui ne sont pas forcément celles que nous devrions absorber. C'est quoi l'eau pour Alors l'eau, alors moi j'ai une image qui me vient en tête quand tu me parlais, Didier. J'ai l'histoire, la mémoire d'un conte, une légende, une vieille légende, qui m'a été racontée quand j'étais enfant par ma grand-mère et qui raconte l'histoire d'un dieu. Un dieu ancien qui, selon la mémoire, hein, l'histoire orale des anciens, en tout cas c'est de ma famille, hein, du côté de ma grand-mère, qui raconte, que ce dieu était l'un des premiers dieux qui dormait dans l'univers. Alors je le raconte dans une vidéo, j'ai fait une petite vidéo dessus. C'est le premier dieu qui était allongé dans l'univers, ouais, il était allongé et l'univers était son lit. C'était son lit donc il dormait et lui, c'est un dieu qui dort pendant des milliards et des milliards d'années. Il se réveille pratiquement jamais et quand se réveille, il se réveille une seule fois et puis après il se rendort. Un jour, ce dieu est endormi et voilà, se bascule dans un sens et il se bascule dans un autre sens, mais quand il fait des mouvements, il crée des choses autour de lui, des vibrations et cetera qui changent l'ordre des choses et à un moment donné, il se bascule sur son côté gauche et puis il y a une envie d'uriner et le dieu se lève et se met à uriner et sa première urine crée justement l'univers, crée les étoiles et crée la Terre. Voilà déjà très symboliquement ce que dans l'imaginaire des anciens, l'eau déjà, comment l'eau était compris, comment l'eau avait été pensée par eux, alors qu'ils n'avaient jamais lu la Bible, parce que cette mémoire de paroles que je viens de te raconter, elle vient de très 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 loin, avant la colonisation française, avant les Anglais, avant les Polynésiens. C'est une très ancienne parole, très vieille parole. J'ai recherché sa trace jusqu'à aujourd'hui pour te dire, je n'ai jamais retrouvé une semblable, à part du côté de l'Inde, c'est très très étrange, mais j'ai trouvé une résurgence, enfin une racine comme ça qui pousse, ou quelque chose qui résonne vers l'Inde. Ça a été très drôle d'ailleurs, quand je me suis, approché de ça, mais pour te dire qu'à partir de ce moment, on peut comprendre que l'eau, ben, les histoires circulent aussi. Ça peut être comme ça qu'on peut le percevoir. Mais l'eau, la première histoire qui me fait penser à ça, à l'eau, c'est cette légende qui m'est racontée par mes anciens et d'autres, histoires qui racontent, justement comment, le lien qu'on a, la relation qu'on a avec, et ça part toujours de petites histoires, de petits contes. Ça commence toujours par là, les crevettes, les crabes, les animaux, les insectes qui vivent dans l'eau, qui vivent dans la forêt et ce sont toutes ces petites histoires-là quand, on les réécoute ou bien quand on les retraverse autrement et qu'on remonte dans le temps, à la manière des chercheurs qui vont avec, leur appareil sculpter, un ADN ou
structure de quelque chose, on remonte dans la mémoire de quelque chose qui fait fil, qui fait lien, qui fait fil, qui fait lien, qui fait fil, comme les maillons là, qui se raccordent, qui se raccordent, qui se raccordent. Et l'eau, en Nouvelle-Calédonie, fait lien direct avec la parole et la parole de l'origine des temps. Si je fais tout ce va-et-vient, c'est parce que l'eau symbolise dans la mémoire kanak, dans la mémoire également, je vais dire, de l'imaginaire de la société, le lien direct qu'il y a, la filiation directe qu'il y a entre l'eau et la parole, entre l'eau et l'esprit, entre l'eau et l'âme, entre l'eau et les dieux. Et donc l'eau se décline sur tous ces volumes-là, et c'est l'eau qui est représentée à chaque fois. C'est l'eau qui retient le plus de mémoire emmagasinée au niveau de l'histoire. Et l'eau en question, que l'on voit à nous aujourd'hui sous la forme de matière, comme celle-ci, je bois de l'eau. Mais dans ma langue, quand on dit Winjokwe, ça veut dire c'est boire de l'esprit, c'est boire de l'âme. Et ça appartient à l'origine des Et temps. nos corps sont constitués de 70 à 80 d'eau. Tout à fait. Alors c'est là où il y a des histoires qui remontent encore plus loin. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on remonte, l'oralité, la parole, la source, on remonte toujours la source à travers les histoires et qu'on essaie de comprendre justement d'où leur vient cette perception des choses. Comment ils ont perçu les choses de cette façon, pourquoi ils ont nommé les choses de cette façon. Et c'est au fur et à mesure qu'on se rend compte de toute le génie, je vais dire, le génie humain pour tenter de capter à travers les éléments extérieurs, de les combiner pour pouvoir le transmettre pour que ça puisse être devenir une matière de transmission. Et c'est là qu'on arrive à comprendre pourquoi l'eau est devenue pour eux l'élément central de tout. Quand on nous raconte les histoires, par exemple, des changements climatiques, et c'est le monde dans lequel nous sommes. Nous allons vers ce monde-là. La mémoire orale nous fait état de changements dans la société, dans la civilisation humaine, dans l'humanité, où il y a eu des périodes climatiques où il n'y avait plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien à manger, plus rien à boire, plus rien. Et à travers cette mémoire, ils ont retenu des bribes comme ça, de petits bouts de vie qui se sont passés dans le chaos. Et ce sont ces petits bouts de vie qui se sont passés dans le chaos qu'ils ont portés, qu'ils ont pris dans leurs mains et qu'ils en ont fait une histoire pour l'humanité. C'est-à-dire, l'histoire qui, là, me vient à l'esprit, c'est l'histoire de ce moment climatique où il n'y avait plus rien. Les anciens racontent qu'il y avait un moment donné, il n'y avait plus rien sur Terre, ni à manger, ni à boire. Et il restait un petit vase, un petit endroit, une petite cuvette. C'était même pas une cuvette, un petit trou, où respirer, l'air continuait à respirer. À l'intérieur de cette petite cuvette, ce petit trou, il y avait une sorte d'animal amphibique. On ne sait pas trop ce que c'est. Et cet animal qui restait là dans ce trou qui est à la fois de la boue et de l'eau, les anciens racontent que c'est par ce petit animal amphibique là que l'eau est revenue, l'air est revenu et l'eau est revenue. À force de faire ses entrées et ses sorties, ses entrées et ses sorties, il avait permis donner à la terre la respiration, à refaire respirer la terre et à faire que l'équilibre revient et que la pluie revient sur terre. Et donc l'histoire qui est racontée autour de ce petit animal, encore aujourd'hui, il nous est transmis de faire attention à cet animal parce que le jour où il n'y aura plus rien sur terre, c'est lui qui sera là, toujours là, pour refaire que le cycle recommence. Et voilà en quoi la mémoire de l'eau, elle est rattachée à toutes ces histoires dans la parole des anciens. Voilà en quoi l'histoire, l'eau est très forte et présente dans la vie mélanésienne kanak, mais dans toutes les vies. Mais comment elle est racontée, comment elle est transmise, c'est pour nous faire comprendre que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des moments où il y a eu plus rien et qu'on fasse attention à ce qu'on fait, à ce qu'on vit, à ces petits êtres qui sont dans ces petits espaces de la vie que l'on que l'on détruit et de ne pas les détruire parce que ce sont ces êtres-là qui permettent l'équilibre sur la terre pour faire en sorte qu'on ne perde pas l'eau et que l'eau continue. Sinon, sans l'eau, les anciens avaient compris que sans l'eau, on meurt. Et ce sont toutes ces histoires-là qui nous font le lien avec la parole, qui font que l'organisation structurelle du grand chef, qui est celui qui représente le Dieu et les ancêtres, eh ben, l'ancêtre, lui, représente sa parole à travers l'eau. Et l'eau coule de la cascade jusqu'à la mer. Et l'eau qui sort de la cascade, et tous les villages qui sont sur le chemin de la parole, de l'eau, sont les villages qui sont à l'écoute de la parole de l'origine.
Alors, pour aborder le dernier chapitre de cette rencontre, je me dis toujours que c'est une intime conviction que je vais te formuler en question, D'accord. mais est-ce que ce n'est pas vous qui êtes porteur de ces messages, de cette philosophie, beaucoup plus que de qu'un savoir, qui êtes en fait les porteurs de notre avenir? Alors moi, je veux te poser également la même question, puisqu'on est là tous les 2. Je pense aussi qu'on n'est pas les seuls. On est, voilà, en relation, en lien. Chez nous, il y a une parole qui dit: «S'il y a pas toi, il y a pas moi. S'il y a pas moi, il y a pas toi». C'est une parole qui appartient aux oncles utérins, c'est-à-dire les détenteurs de la vie à travers la femme, et c'est dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le sang. Et tu disais tout à l'heure, le sang, c'est le lien. Donc on est dans le lien, on est dans le sang, on est dans le lien. Nous aussi, on peut apporter quelque chose au niveau de notre histoire. C'est également ce que toi, tu as pu apporter au niveau de ton histoire, ce que quelqu'un d'autre a pu apporter au niveau de son histoire, et cetera, et cetera. Alors je vais te prendre une image très simple. Ma Toujours ma grand-mère qui, elle, est ma maîtresse, ma reine, en tout cas ma maîtresse de l'école, de toutes les écoles. Heu, Ma grand-mère qui m'avait fait voir quand j'étais enfant, la manière comment il fallait allumer le feu. Donc elle m'a appris à allumer le feu et il y a une façon d'allumer le feu et mon ma grand-mère est du clan du feu. Elle était du clan du feu et donc elle avait la maîtrise, la connaissance du feu et elle disait: «Voilà, on met d'abord un morceau de bois qu'elle avait préalablement allumé, qui était déjà un tison allumé, un reste de tison de feu, elle mettait son premier bois. Et après, elle prenait un deuxième bois et elle le posait par-dessus et ensuite elle en prenait un autre, elle le posait par-dessus. À travers cette façon de faire, elle m'a appris qu'un seul bois ne peut pas brûler tout seul pour faire un feu, pour faire sa cuisine. Il faut toujours un second bois et un troisième et un quatrième, et cetera. Et qu'à travers cette symbolique, il y a une histoire très profonde et c'est là où il faut se méfier des histoires Kanak parce qu'elles vont très, très loin. C'est des petits détails, mais elles vont très, très loin dans la lignée du temps. Pourquoi pourquoi tu dis: «Il faut se méfier»? Oui, parce qu'on va s'arrêter à la chose très simple, très basique au niveau, symbolique. On va dire: «Ah ouais, c'est une histoire de morceaux de bois qui se posent ainsi, comme ci, comme ça» et on va s'arrêter là. Or, la manière de poser le bois, elle a une signification. Si on utilise tel bois, elle a une signification. On va pas chercher tel bois à n'importe quel endroit, c'est un bois spécifique qu'on va chercher à tel endroit pour faire le feu parce que ce bois-là est plus résistant par rapport aux autres bois. Parce qu'il faut que le feu continue à brûler à l'intérieur, parce que c'est le feu de la vie et la vie, il faut la protéger et que ce bois-là est un bois qui représente la vie et qui protège le feu de la vie. Donc il y a plein de sens, plein de significations derrière, énormément. Le deuxième bois qui viendra, il n'est pas venu comme ça le deuxième bois. Le deuxième bois représente un clan, c'est-à-dire qu'il y avait un premier clan et il y a un deuxième qui est arrivé et ces 2 là ont composé pour faire un feu. Et ça a été la première histoire des relations humaines et des familles humaines. Et ensuite arrive un troisième bois qui s'est posé dessus. Et ensuite, ça a fait trois morceaux de bois qui ont fait un feu. Et ils ont fait un repas. Et ces 3 bois racontent la première histoire de la relation des premiers êtres humains quand ils se sont rencontrés. Et ensuite le quatrième bois. En fait, c'est ça la mémoire kanak. Elle remonte dans l'espace-temps indéfini de la racine de l'histoire humaine. Elle nous raconte encore aujourd'hui à travers des petits détails de la vie de tous les jours, mais dont ceux qui ont reçu la mémoire arrivent à relire l'histoire de l'humanité. Alors, ce que je comprends avec tout ce que tu viens de nous raconter, c'est que et c'est la démonstration et ça fait partie de votre philosophie, ça fait partie de votre spiritualité, nous ne sommes rien sans les autres Exactement. et nous pouvons former un tout extrêmement solide, extrêmement puissant, tourné vers la vie, tourné vers la créativité, en nous reconnectant à l'essentiel. Tout à fait. Exactement. Je pense que c'est le cadeau de ces 3 dernières années. Pour ceux qui ont compris, de pouvoir se reconnecter à l'essentiel. L'essentiel, ce sont les autres. Dans cette philosophie, dans cette spiritualité, c'est, je pense, pour les occidentaux, un énorme travail de se réapproprier cette conscience humaniste, cette conscience de partage. Alors il y en a, quand on leur dit: «Partage», ils mettent la main sur le portefeuille en disant: «Ils vont tout me piquer», alors qu'en fait, c'est un partage de l'oralité, c'est un partage de convictions humanistes, Mmh. c'est un partage
spirituelle. C'est ça, les fondamentaux et la base. Tout à fait, Didier. C'est là où on se rencontre, c'est sur cette rencontre-là, en effet. Cette histoire, que je viens de te donner, que je viens de te livrer, qui est une histoire qui remonte avant moi depuis la nuit des temps et qui, est une histoire racontée par ma grand-mère, qui n'a jamais été racontée, qui m'est racontée de la bouche de ma grand-mère et qui arrive à ma bouche et que je te raconte à toi, comme je l'ai raconté déjà à mes neveux quand ils étaient enfants, bébés, donc j'espère qu'ils se souviennent encore, et mes nièces, et que je leur raconterai encore. Et ce sont des histoires, des paroles qui viennent depuis la nuit des temps très, 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 très loin et qui encore aujourd'hui existent encore à travers nous. On parle à travers, un écran, à travers, le numérique, le virtuel, et cette parole-là, elle est toujours là pour nous dire de ne pas perdre le fil. Ce fil virtuel qu'on a, ce fil avec la technologie, c'est le premier fil qu'on a eu avec le feu. Alors, tu me donnes une très, très belle, ouverture pour, le prochain épisode. C'est que, tu offres des ateliers et des conférences et je verrais très, très bien d'organiser ici, une conférence sur l'eau et le feu et des ateliers d'écriture. Oh, je te remercie, volontiers, avec grand plaisir. Ça consiste en quoi ces ateliers d'écriture? C'est une méthodologie que j'ai mis en place justement par rapport à toutes ces valeurs. À toutes ces valeurs anciennes, je me suis dit, comment pouvoir le partager au plus grand nombre? Parce que ça nous a été transmis, mais le plus intéressant, c'est de le partager à tout le monde. Comme je l'ai reçu, je le partage. Et moi qui suis dans l'écriture, je me suis dit: «Il va falloir que je mette en place quelque chose, une méthode pour que j'arrive à le transmettre», parce que j'ai essayé d'autres méthodes dans mes ateliers d'écriture. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je pratique et que je n'avais pas trouvé ce que je voulais, et j'étais pas bien avec moi-même parce que je me disais, «Le temps passe, il faut accélérer le process», mais en même temps le process se fait avec la vie. On peut pas aller plus vite que le processus de la vie, et il faut lâcher prise, voilà, il faut laisser aller et puis, laisser les choses venir, naturellement, et j'ai fait confiance à ce chemin de laisser aller et laisser venir les choses, naturellement, et ce sont les choses naturelles qui m'ont été transmises sur mon chemin avec des écoliers, des collégiens, des lycéens, des universitaires, avec, des personnes à handicap lourd, avec des jeunes, en repris de justice, des jeunes avec des complications, psychologiques, des réfugiés de guerre, donc j'ai eu plusieurs publics depuis mes 20 ans de pratique. Et je remercie toutes ces personnes qui m'ont permis de dégager une méthodologie. Ces personnes m'ont permis à chaque fois de mes ateliers de décliner une forme, décliner une forme, décliner une forme à partir de la notion du respect, l'écoute, heu, toutes ces choses-là qu'on perd dans le monde de tous les jours, dans la monde de la société actuelle. En cours, on va très vite, très vite, très vite, et moi, je cherche les choses qui nous permettent de nous poser et puis de poser les choses. Alors, si je viens dans un de tes ateliers d'écriture, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui se passe? Alors, dans mes ateliers d'écriture, Didier, je vais vous présenter une méthode que j'ai mis en place. Je l'ai nommée Umwado Symbiocratie, et c'est là où tous les 2 on s'est rencontrés. Absolument. Sur la méthode, j'ai décliné comme ça sur plusieurs années, donc une manière de proposer à des participants un processus qui est un processus de décodification. Parce qu'on vit dans un mode codifié et il y a énormément de valeurs qu'on n'arrive pas à décoder. Énormément d'histoires anciennes qu'on n'arrive pas à décoder à travers nos propres histoires personnelles, Mmh. familiales, sociales, culturelles, et cetera, et donc ce sont des processus de décodification de la mémoire, donc c'est assez technique, mais c'est à la fois très précis et en même temps, de décodification sur l'intelligence cognitive. Parce qu'on est des êtres humains, on regarde, on voit, on ressent, mais on ne sait pas l'expliquer. Alors, est-ce que c'est une forme de déformatage pour nous ouvrir un esprit plus large? Il y a quelque part quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il faut se recycler. Il faut se recycler parce que c'est important de se recycler, comme on se lève le matin pour prendre une douche, aller à la plage, marcher dans la forêt. L'écriture nous permet de faire un retour sur soi, mais cette fois de manière, précis, à la fois technique, intellectuelle, mémorielle, spirituelle, et l'écriture nous permet, d'avoir cette approche-là, de la même manière qu'on va, se promener. Donc on ferait
Si je reformule ma compréhension, on ferait tomber nos murs de certitudes matérielles pour ouvrir des espaces de créativité, de spiritualité et de compréhension de plus grand et de plus large que nous. Oui, il y a, tout ce qui touche à la vibration. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, à l'émotionnel. Mmh. La vibration, l'émotionnel, les symboles, énormément de choses dont on a parlé, la notion de la conscience, la relation à la terre, la relation aux anciens, heu, la conscience de l'ancêtre. Heu, la méthodologie que je vais proposer, c'est, cette méthode de décoder sa propre mémoire et en même temps, remonter la source des valeurs dont on est tous porteurs en tant qu'être humain, mais dont on n'a pas le temps de pouvoir, le verbaliser, Le fameux temps. le fameux temps. Et donc ce sont des possibilités donc qui peuvent nous faire remonter dans le temps intérieur, le temps cosmique intérieur, non pas le temps cosmique extérieur. Ma méthodologie s'applique à faire un retour sur le temps cosmique intérieur. C'est une méthode qui a fait ses preuves, je peux vous l'affirmer. C'est une méthode que j'ai, comme je le disais, je l'ai fait avec différents publics et je pense que je suis arrivé aujourd'hui à une, maîtrise qui me permet de pouvoir approfondir et donc de m'amuser un peu plus et donc de permettre à ce que ceux qui vont y participer auront plus de bonheur à y participer. Et cette méthode va se décliner sous plusieurs écritures. Il y a des écritures de process spatiodynamique, ce que je nomme la spatiodynamique, qui est propre à un ethnologue, anthropologue qui a créé ce mot, Monsieur Maurice Lénart. Et donc j'ai repris ce terme parce que elle dégage vraiment la totalité de comment les Océaniens ont justement investi et habité l'espace. C'est-à-dire l'espace physique, l'environnement, comment est-ce qu'ils ont mis leur maison, comment est-ce qu'ils ont habité à côté de l'eau, à côté de l'océan, et cetera, et cetera. Et c'est cette spatio-dynamique-là que j'ai réutilisée, que j'ai recaptée, mais cette fois sous la forme de l'écriture, qui me permet d'avoir un fil conducteur au niveau de la spatio-dynamique cosmique intérieure. Et ça, c'est le mémoriel, c'est la mémoire, c'est l'ADN, et cetera, et cetera. C'est la mémoire culturelle, c'est la mémoire familiale, et cetera. À partir de ça, il y a également le process des codes intuitifs. Alors les codes intuitifs également, je parlais de décodification. Dans le process d'écriture, l'écriture en lui-même est un code, est une méthode d'écriture avec des codes secrets, et cetera. On l'écrit aujourd'hui avec à partir de la pratique académique qu'on nous a appris à l'école. Mais il y a toute une codification intuitive, dont on ne maîtrise pas. C'est pour ça que je parlais de, cognition, intelligence cognitive, puisque l'être humain, il parle, il raisonne, il réfléchit, mais par moments, on a de l'intuition. Heureusement. Heureusement, par moments, on ressent des choses. On a une sensibilité qui est très développée et mes ateliers d'écriture également, par le process des codes intuitifs, à travers les processus d'écriture, approche également ces dimensions qui sont les propres à chaque individu et en en initiant des ateliers conceptuels. Alors qu'est-ce que c'est qu'un atelier conceptuel? C'est-à-dire, depuis les années, 30, 40, 30, 30-40 en tout cas, 50, 60 jusqu'à aujourd'hui bien évidemment, mais ça a commencé, dans ces eaux-là où il y avait, au niveau psychothérapeutique, énormément de travail qui ont été menés par des chercheurs, des scientifiques, par des intellectuels sur le plan justement, cognitif, le développement humain, l'enfant, toutes ces questions-là et moi mes ateliers concepts, ce sont des ateliers concept qui vont s'appuyer sur la dimension, technique de chaque individu. C'est-à-dire qu'on a tous des bras et des pieds et une tête et il va falloir les utiliser. Alors les ateliers conceptuels, ce sont des ateliers qui s'appuient à la fois sur des choses très simples que l'on connaît, c'est-à-dire, les arts, heu, la sculpture, la peinture, le dessin, la musique et ces choses-là font partie de l'humanité, de la vie de tous les jours. J'utilise ça de manière très, comment dire? Sectorielle, bon, c'est sectorisé dans la société, enfin, faut suivre les études de musique, faut suivre les Ouais. études de dessin.
tout est éparpillé, Tout est en silo, oui. tout est en silo comme ça. Or, on a tout ça à l'intérieur de l'individu. Tout est déjà inscrit en l'homme. Alors mes ateliers conceptuels également participent de ça, où je vais chercher chez les individus la partie mémorielle. Et là, c'est ce qui s'adresse à travers la partie mémorielle, c'est, j'appelle ça le chaos intérieur, les abîmes intérieurs. Donc c'est de remonter dans les abîmes intérieurs de chaque individu pour retrouver l'harmonie, l'équilibre, la symbiose. Et donc ce sont ces outils-là qui me permettent de dégager tout ce qui va générer l'écriture, produire l'écriture, et à travers la production de l'écriture, permettre à l'individu, à lui-même, après temps, parce qu'après il y aura un temps de lecture, de relecture, de correction, et cetera, comme on le fait dans les ateliers d'écriture, mais également un process qui touche à la parole, à l'oralité, parce qu'il va falloir mettre en texte et en lecture. Après, parce qu'il faut lire son propre texte. Et si on ne le lit pas, on le passe à son voisin, et des fois, c'est plus intéressant de l'entendre lu par quelqu'un d'autre, parce qu'on apprend encore autre chose de nous. Et donc, ce sont des méthodes que j'utilise dans mes écritures, et par moments, je crée des groupes, des chœurs, comme des chœurs antiques, où j'ai créé des chœurs musicaux, et ce sont des chœurs de lecture à la mode d'une pièce de théâtre. Ça peut générer, voilà, partir sur des créations, qui est toujours dans l'objet, le processus d'écriture, de libérer la mémoire de chaque individu, de libérer à chaque fois, chaque étape proposée à l'intérieur du processus propre à l'individu, dans la question qui se pose, ou bien dans la liberté qu'il se cherche. Le process va lui permettre d'appuyer, d'approfondir et de clarifier. Ce sont des processus qui vont vers ça. Donc il y a le processus, par exemple, personnifié, le processus initiatique, le processus mythique, le processus spirituel. C'est différents processus d'écriture que j'ai établis à partir donc des valeurs mélanésiennes dont je vous parlais tout à l'heure au début, toute la valeur des liens, des relations avec les éléments, avec la relation des anciens avec les arbres, avec l'eau, la relation avec la terre. Et donc, ce sont toutes ces choses-là qui demeurent totalement vaseuses, qui là, je les ai initiées sous forme de processus d'écriture. Et alors, si je me mets à la place de quelqu'un qui viendrait suivre, ça peut être moi-même d'ailleurs parce que je suis assez curieux. Ça dure combien de temps? Ça dépend de la volonté des personnes qui participent, thème qu'on va aborder. Là, c'est pour permettre à des personnes de se mettre en écriture, de faire un travail sur eux, de faire un travail sur la société, de faire un travail. C'est plutôt dans ce cadre-là. Il y a également avec les sociétés, c'était quelque chose qui m'avait intéressé, d'intervenir dans des sociétés, parce que souvent, on sait, les personnes qui vont travailler donc ne parlent jamais de ce qu'ils font. Et ces gens-là, ils travaillent, mais ils ont des rêves, ils ont des mémoires, ils ont des choses dont on n'en parle pas et on parle à la maison. Mais la société est un lieu où on doit produire de la valeur. Et si les individus qui travaillent dans des sociétés n'arrivent pas à comprendre les valeurs dont eux-mêmes sont porteurs, ils ne peuvent pas être performants, non seulement pour la société, non seulement pour leur famille, non seulement pour les individus qui viennent les voir, s'ils travaillent dans l'administration, et cetera, mais encore plus, et c'est là le dommage, pour l'intelligence, qui est l'intelligence globale, puisqu'on est censé être des individus intelligents dès qu'on travaille dans une société, et donc une société pour le grand nombre. Donc c'est des choses qui m'intéressent aussi à ces endroits, donc de pouvoir participer à des sociétés qui seraient demandeuses ou demandeurs, Des et entreprises, oui. des entreprises, pardon. Mmh. Et cette fois, le dernier, comment dire, le dernier pas, faire des ateliers d'écriture avec nos élus politiques. Je pense qu'ils en ont le grand besoin sur des questions d'actualité, à partir de mes processus d'écriture, pour que ces individus puissent, au moins, à travers un atelier d'écriture, exprimer des choses qui forcément n'exprimeraient pas dans le cadre d'un parti politique, ne l'exprimeraient pas devant le ministre ou devant et cetera, et cetera. Et donc la partie individuelle, quand on parle de nous, toi et moi, heu, Didier, quand on est dans les concepts tels qu'on le porte tous les 2, qu'on le défend, la symbiocratie, qui interroge toutes ces racines, Oui. ces dont tu m'en as parlé et que tu en parles très bien à travers ton travail. Et j'aimerais te poser la question également, sur tes ateliers, j'aimerais savoir.
Toi, tes ateliers, comment est-ce que tu les proposes? Comment tu les travailles? En quoi ça consiste? Voilà, c'est mes questions également qui m'intéressent à te poser. Alors, merci de m'avoir posé la question. Je vais te présenter le schéma qui permet aux gens de comprendre sur quoi je travaille avec eux. Voici tout simplement ce schéma. Le vois-tu? Je le vois très bien. Bon, en fait, et c'est là où nous nous rejoignons, c'est que pour moi, la richesse d'une entreprise, c'est sa créativité et c'est la capacité à relier les personnes entre elles, quelles que soient leurs origines, leur niveau social, leur niveau hiérarchique. Pour moi, c'est ça qui fait la richesse d'une entreprise. Évidemment, ça touche des gens qui ont compris que ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective permet de développer des richesses à la fois humaines et matérielles. Puisqu'on le sait, la philosophie est à l'origine d'un grand nombre de richesses. Ça veut dire que si les gens veulent du résultat, il faut d'abord partager une culture et partager des valeurs. Et cette culture, tu en apportes une très très grande partie parce que on peut lire un certain nombre de livres pour s'inspirer, pour se motiver, mais il est essentiel de passer à l'action. C'est-à-dire de pratiquer cette culture, de la vivre, de l'intégrer. Et ça passe par une ouverture du cœur, de l'âme, et donc d'arriver dans cette dimension de l'esprit. Et c'est ça qui fait rejaillir toutes ces valeurs. Et ça vient du fait que lorsque j'ai étudié la réussite de ce qu'on appelle les leaders, et je parle des vrais leaders, hein, pas les faux qu'on nous présente dans les médias à l'heure actuelle, qui ne sont pas des leaders, qui sont souvent des manipulateurs, souvent, des dictateurs, souvent, des psychopathes, mais ce ne sont absolument pas des leaders. Et pourquoi? Parce qu'un leader, il a une ambition altruiste, c'est fondamental. On ne peut pas être un leader si on n'a pas d'ambition altruiste. C'est clair, c'est net, c'est démontré dans plein de livres d'histoire, la notion d'altérité de l'autre. Et tout ce qu'on a échangé ensemble au travers ces différentes séquences, eh bien, démontre qu'en fait, que ce soit par l'eau, que ce soit par le sang, que ce soit par le spirituel, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et si nous ne nous relions pas, on ne pourra pas créer. Or, on sait aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est que l'ancien monde n'aura plus lieu. Il est fini. Nous devons construire un nouveau monde et on peut le construire en étant des esclaves soumis ou on peut le construire en étant des humains libres. Et être des humains libres, c'est pas la pagaille, c'est pas l'anarchie, c'est pas le chaos. Ce sont des humains libres autour de valeurs. Une valeur, c'est un comportement dans le cadre d'une culture qu'on développe ensemble, une culture de respect, une culture de partage, une culture d'enrichissement à la fois spirituel, intellectuel et pourquoi pas matériel, mais avec toujours cette notion de partage qui permet à tout à chacun de vivre sur cette terre en parfaite harmonie et dans le respect de la terre aussi, parce que si on continue, nous allons disparaître. La terre ne disparaîtra pas, mais nous allons disparaître. La terre va très bien s'en sortir sans nous. Donc voilà le schéma sur lequel je travaille. Donc c'est sûr que un être humain qui a envie de participer, et ben, moi, dans les ateliers que je donne, je vais, en une journée gros maximum, lui expliquer ces différents éléments de ce que j'appelle les éléments de la mise en symbiose de son cœur, de son âme et de son esprit, pour pouvoir développer ses richesses, donc se développer à titre personnel, mais aussi développer les autres parce que et c'est toujours dans cette notion de leadership, un leader, il n'est pas là pour s'enrichir, il est là pour développer la richesse des autres et c'est parce qu'il développe la richesse des autres qu'il développe ses richesses personnelles. C'est voilà, donc ça, c'est la première étape de comprendre ça et cette deuxième étape que je te transmets avec un très grand bonheur, c'est justement cette capacité à rentrer dans ces exercices spirituels, dans ces exercices d'écriture, dans ces exercices de partage sous forme de théâtre ou autre, qui vont permettre justement aux individus de vivre
ce que toi et moi, nous allons leur enseigner pour rentrer dans cette dimension et pouvoir effectivement construire ce monde auquel, en fait, aujourd'hui, plus de 40 de la population, espère, mais ne sont pas préparés et ne sont pas formés. Et parmi ces 40, il y en a pas plus que 20, c'est-à-dire, 8 sur les 100, qui sont prêts à faire l'exercice et qui sont prêts à s'impliquer, à vraiment rentrer dedans pour, apprendre, en fait, ce qu'on a à leur enseigner. Et tu es la démonstration même, et c'est pour ça que je suis très, très heureux de cette rencontre, tu es la démonstration même que, si on ne transmet pas des codes, si on ne transmet pas une façon d'être, une façon de penser, une façon d'agir, eh bien, on ne pourra pas construire ensemble. Il y a énormément de gens qui créent des groupuscules. Alors c'est pour se protéger, c'est pour se défendre, c'est pour acheter de quoi faire une eau potable, c'est pour acheter de quoi se chauffer l'hiver. C'est très, très bien. Mais pendant ce temps-là, nous restons chacun divisés à investir sur des outils de protection et non pas à s'investir soi sur des outils d'expansion de soi, de création de soi, de développement de soi, c'est-à-dire de développement et de création d'un collectif beaucoup plus positif et bénéfique. Voilà en quoi consiste mon travail. Alors, je l'ai fait dans certaines entreprises, hein, ça marche admirablement bien. Une fois que c'est bien mis en place, les gens comprennent qu'en fait, c'est ensemble. Ensemble, on va effectivement développer une entreprise. Ensemble, on va rendre service à une communauté. Ensemble, on va développer une ambition altruiste pour apporter un plus à cette communauté. Et c'est grâce à tout ça qu'ensemble, heu, on va développer des richesses qui sont à la fois humaines et matérielles. Donc il ne s'agit pas de rentrer dans un monde complètement bisounours où, on va être des gentils bobos et puis on va, être bienveillant, tu sais, un peu comme dans le film, Bienvenue à Gattaca ou et cetera, paix sur la terre et puis tout, tout, tout. Non, 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 non. On est là pour construire une humanité qui tienne la route et qui développe des richesses. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a des entreprises qui le mettent en pratique et qui, je peux te dire, ont des résultats assez exceptionnels et puis il y en a qui se marrent parce qu'ils disent: «Non, non, mais le seul résultat qui compte, c'est le résultat du bilan». Donc voilà, en gros, en quoi consiste mon schéma. C'est tout simple en fait, c'est de retourner à l'essentiel. En fait, moi, je suis revenu à l'essentiel en étudiant pourquoi, sur le plan psychoneurologique, il y a des gens qui rebondissent en toutes circonstances, qui sont éveillés, allumés, qui comprennent des choses sans avoir pour autant des rapports scientifiques. Et toi, tu viens de me confirmer que tes ancêtres possédaient déjà tout ça, transmettaient de façon orale toutes ces informations et de ce fait, arriver en fait à ce point commun qu'on a appelé toi et moi, à quelques milliers de kilomètres d'écart, à peu près dans les mêmes époques, la symbiocratie. Tout à fait incroyable, mais vrai. Voilà, c'est ça. Si, Donc, merci pour ta présentation, merci infiniment. bah, merci à toi, parce qu'en fait, les 2 se réunissent et s'enrichissent, mutuellement. C'est de la vraie symbiose, en fait. C'est Exactement. l'enrichissement mutuel. Je le voyais en même temps que je voyais le tableau, je me disais: «C'est incroyable». En fait, ce schéma-là, quand je le présente à certaines entreprises, il y en a qui me disent: «Non, non, mais attends, votre truc, c'est bisounours, on veut pas devenir une secte». Mais il y en a qui comprennent parfaitement qu'à l'origine et tu peux reprendre des réussites industrielles absolument incroyables de gens qui avaient une ambition altruiste, le portaient dans le cœur, le au niveau énergétique, le portaient de telle sorte que c'était vraiment dans l'âme et dans l'esprit. D'ailleurs, les entreprises avaient une ADN tellement forte qu'elles avaient ça en elles. Ils ont développé une culture d'entreprise et une culture de leur profession, de leur métier extrêmement forte. Il y avait des valeurs extrêmement solides, qui reliaient le tout et ils ont eu du résultat. Il y en a certaines qui en ont encore et il y en a certaines, qui n'avaient pas ça et qui étaient un peu en train de se disloquer, qui ont retrouvé cette force-là pour se redévelopper. Denis, merci. Merci Didier. Alors, à bientôt. Eh bien, à bientôt. Ça a été un plaisir, encore une fois d'échanger avec toi,
pour cette Le capsule. le plaisir est largement partagé. Oui, toujours, on apprend des choses et toujours là encore, ça me donne envie encore d'échanger tellement il y a il y a énormément d'informations. Ouais, il y a beaucoup à faire aussi Oui, pour oui, apporter à tous ceux qui ont besoin. tout à fait. Merci. Merci à toi.